Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. 8h et presque 17 minutes, c'est dingue dans la matinale comme on fait un grand saut entre l'info de 8h11 où on vous a quand même parlé d'un chat volant aujourd'hui et les décodeurs à 8h17 avec mes deux décodeurs du jour qui sont quand même extrêmement sérieux. Hicham El Bayed, professeur d'économie, docteur en économie, voilà. Et pour la première fois, alors on a un petit bisu. Ouais. Je sais pas ce qu'on va lui faire, mais Mehdi Hadj, expert en stratégie, organisation et performance, fondateur d'Inolia. Bonjour Franck. Bonjour Hicham. Bonjour. Ça fait quoi la première fois avec ton accueil, très bien. On n'a pas le sentiment que c'est une première fois. Voilà, on à la maison. C'est la première fois. Merci Franck. Merci Alors, Hicham. Le principe de l'émission, c'est simple, c'est que on a deux sujets principaux, cher Mehdi. Donc le premier dans quelques secondes, et puis tout à l'heure à 9h20, on aura les débats express. Alors pour tout dire aux auditeurs, les deux sujets principaux, ils sont bossés. Ils sont travaillés par les décodeurs et par moi-même, et les débats express, vous les découvrez au dernier moment. Donc ça peut être... dans les débats express de 9h20, on essaye de garder une place pour l'actualité chaude, c'est-à-dire ce qui s'est passé là pour le coup ce week-end, ou même le matin. Donc ce sera tout à l'heure. Alors... Tout à l'heure, on sera aussi à partir de 8h45 avec Amine Djouri, directeur produit, études et communication chez Inforisque. Ce qui nous donnera l'occasion de revenir sur le Top 200, un événement qui s'est déroulé avec l'économiste et Inforisque vendredi dernier, et qui a mis en valeur pas mal de PME et de ETI, et puis un Top 200 évidemment. On en saura plus sur ce Top 200, puis on aura l'occasion de demander à Amine Djouri pourquoi 200 entreprises et qu'est-ce que ça représente, quelles caractéristiques elles ont, ces entreprises. Alors, tous les deux, vous connaissez bien l'économie du Maroc. Mehdi Hadj, vous travaillez, on va pas se... On peut se tutoyer. On se tutoie, d'accord. Bon, on y va. Tu travailles, sinon ça va être dur de se souvoyer. Parce que, donc, tu travailles avec des entreprises, tu travailles avec des PME et aussi avec des ETI. Et des startups. Voilà. Alors c'est quoi la différence d'approche entre l'ETI, donc qui est une entreprise de taille intermédiaire, qui est donc plus grosse qu'une PME, et puis une start-up qui est vraiment presque une jeune pousse et qui va grandir. Alors comment dire, la vision, elle est différente. Quand on parle de PME et de TI ou encore de PE, chacun a sa propre définition. Et là, j'aimerais bien mettre ce point-là. La définition d'une entreprise, elle repose sur la taille, à la fois de l'effectif, du chiffre d'affaires, du bilan. Et selon les interlocuteurs, que ce soit des établissements financiers ou l'administration, il se trouve que chacun a ses ratios et ses indicateurs de TI, de PI. Et je pense qu'on gagnerait à définir d'une manière un peu plus précise ce que... Parce que c'est pas bien défini, ça. Moi, pour tout vous dire, j'étais pas super informé sur ce mode d'entreprise, sur le TI. Je voyais où elle se situait, et donc je suis allé chercher. Donc il y a un critère de nombre de salariés qui est quand même assez clair. Normalement, il y a un critère de chiffre d'affaires aussi. Donc, mais il n'y a pas de définition très marquée. Si, en fonction effectivement de la taille de la structure, de chiffre d'affaires, de l'actif, des immobilisations, donc un certain nombre d'indicateurs qui feraient que on est effectivement dans une classification, dans une normalisation, on va dire, par rapport à ces indicateurs. Ceci dit, et je vois Mehdi effectivement tiquer lorsque tu as parlé d'effectifs, parce que on peut être une start-up avec un petit effectif, on peut faire un chiffre d'affaires qui est plus important qu'une entreprise qui ferait 50 ou 100. En tout cas, ça change en fonction du secteur, en fonction du cycle de vie, on va dire aussi, de la structure en question. Donc il y a plusieurs indicateurs, mais il y a quand même... Mais c'est important, Mehdi, de mettre des règles comme ça de définition. Oui. C'est au niveau de l'écosystème, quand on parle de TPE, généralement on est à moins de 10 millions de chiffre d'affaires.
en excluant les autres critères d'effectifs. Donc sur seulement le chiffre d'affaires, il est important parce que la notion de risque et de potentiel, elle est comme elle est divergente d'un établissement, de la DGI, elle est différente par rapport à la perception qu'on peut avoir du potentiel, ou en tout cas de la taille de l'entreprise. Il est aujourd'hui, à l'instar de l'Europe, il y a une réglementation claire, une classification claire. Là, on est sur d'autres dimensions. Mais au Maroc, aujourd'hui, une PME serait en dessous de 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Une ETI serait dans les 200 à 5 milliards, et une très grande entreprise, au-delà. Donc, mais quand on revient sur des écosystèmes où on a besoin de lever des fonds, où on a besoin de... La définition trouve, moins de rigueur, et la classification gagnerait à avoir cette... Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui ferait la différence ? Alors, comme tu sais, Inolia, elle accompagne différentes entreprises d'une manière pragmatique. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est l'organisation. Ce qui fait une PME, c'est bien entendu une taille. Ce qui fait une entreprise à taille intermédiaire, c'est son organisation, c'est sa vision, c'est ses moyens qu'elle met en place. En fait, on était vendredi, puisqu'on a fait une journée spéciale TPE-PME ici sur Atlantique, avec un expert comptable, Ahmed Chabi. Et lui, en fait, nous disait exactement la même chose. En fait, la vraie grande différence entre une TPME, une PME, une ETI après, c'est l'organisation. C'est même, on peut même aller plus que là, plus que un petit peu plus loin. C'est que dans la TPME, souvent, le gérant, le patron de cette TPME, il a tellement de choses à faire, il n'est pas forcément organisé, il est obligé de faire beaucoup de choses dans l'entreprise. Après, il y a certaines PME où ça s'organise, et puis évidemment, après, on a une vraie organisation. Donc c'est ça un petit peu aussi la différence. Que plus on développe, plus on développe une vision, une stratégie, une extrapolation par rapport au quotidien, plus on sort du microcosme de la TPME, de la très petite. Et ça, c'est pas un choix de commodité, et tu l'as bien dit à l'instant, on a le patron qui fait tout à la fois, il est dans l'administratif, il est dans le commercial, il est dans les achats, il est dans la direction, il est dans le recrutement, il fait tout à la fois, et peut-être en cherchant à tout faire, il fait pas grand chose. Il y a l'autre aspect, c'est que la morphologie justement de ces TPME, de ces TPE restant sur les très petites, elle est là, une morphologie qui commence toujours par un sous. Sous-capitalisé, sous-qualifié, sous-digitalisé, sous-encadré. On démarre avec le peu d'argent qu'on a, on va frapper à la porte de la banque, personne ne répond parce qu'on n'a pas les garanties nécessaires pour pouvoir y aller, ou peut-être on est dans une démarche de start-up et on est sur un secteur disruptif, donc on est sur de l'innovation et ça parle pas à un banquier. Un banquier, il cherche toujours les sentiers battus, et parce qu'il cherche l'assurance, il cherche la solvabilité, il cherche effectivement le remboursement du crédit. Donc il y a par la force des choses une sous-capitalisation parce qu'on a pas assez de sous, il y a un sous-encadrement parce que les jeunes, les talents vont partir peut-être vers les grands groupes parce que ils sont plus intéressants là-bas, ils ont plus de visibilité, ils ont une carrière, ils ont des promesses, etc. Et donc une PME peut éventuellement être un tremplin, un passage éphémère, mais c'est pas là effectivement où réside effectivement leur finalité. Elle est sous-digitalisée, vous savez, de plus en plus maintenant. Il y a le compliance, donc la conformité. Donc les grandes multinationales cherchent effectivement à avoir l'assurance que vous êtes avec le moins de risques par rapport effectivement à leur chaîne de valeur. Donc pour cela, il faut que vous ayez, Mehdi il est là pour le confirmer, un minimum de ERP. Un ERP, c'est Enterprise Resource Planning, un logiciel de gestion intégré. Au moins, lorsqu'on arrive, on l'appelait ça dans le temps un extranet. Vous arrivez effectivement à dealer avec vos donneurs d'ordre, à travailler effectivement en temps réel avec des commandes qui passent, gestion de stock, gestion des livraisons, gestion de la facturation. Ça, nos TPE ne l'ont pas. Ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour, et ils ont beaucoup plus le souci de la conformité que le souci de la performance. Mehdi ?
Alors Hicham, je rebondis ce que tu dis justement. Hein. Aujourd'hui, une PME, on a une statistique très forte qui ressort. Hein, c'est 18% des PME ont un ERP et un système digital complet. La plupart d'entre elles, digitaliser un Excel, pour eux, c'est déjà une digitalisation. Ouais. Alors que mais 18%, c'est pas beaucoup. C'est rien du tout. C'est très faible. C'est-à-dire 82% qui n'en ont pas. Voilà. Ça, l'autre point, c'est qu'on n'est pas dans une logique de digitalisation de process. On est dans une digitalisation de moyens. Et il y a un grand pas. Alors moi, je rajouterais par rapport à ta question sur la différence PME-ETI, il y a un caractère d'ambition. Dans l'une, on est en train d'opérer sur un marché, dans l'autre, on a une ambition d'être un acteur majeur du marché. Pas mal ça, pas mal. On peut pas avoir cette ambition-là quand on est une PME ? C'est compliqué ? On n'a pas accès peut-être à toutes les choses qu'une ETI va... Hicham parlait justement des différents sous-outillages de l'entreprise, de la PME. C'est faute de moyens, faute de d'organisation. Il y a plusieurs solutions à ça. Moi, l'une d'entre elles, c'est... vous allez comprendre un peu ma logique. Moi, je mets l'humain au niveau central. Et aujourd'hui, la PME manque de talent. Et la notion de mutualisation est je dirais, un critère culturel où on gagnerait à mutualiser les efforts, mutualiser entre opérateurs, mais aussi entre ressources. Du conseil, de la mutualisation de ressources, DAF, digitaux, etc. Bon, Hicham le sait, c'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub et c'est l'heure où je bouge beaucoup parce que voilà, la pause s'impose. La pause s'impose. Voilà. Merci Mehdi. On se retrouve juste après la pub et les infos. C'est Atlantique Radio. Alors on parle de PME et de ETI. Aujourd'hui, dans les décodeurs, dans ce premier sujet des décodeurs, on aura Amine Diouri, directeur produit, études et communications, dans quelques minutes chez Inforisc. On parlera de ce top 200 là. Moi, ça m'intéresse de savoir si elles vont bien, ces ETI au Maroc. Est-ce qu'elles vont bien d'ailleurs, vous ? Est-ce qu'elles vont bien ? Est-ce que elles sont bien ? On a dit à quel point les TPME et les PME pouvaient avoir des problèmes de croissance, pouvaient avoir tout un tas de problèmes. Je ne vais pas revenir sur le PLF 2026, on en a déjà parlé. C'est compliqué pour les PME. Est-ce que ces ETI vont bien ? Alors, est-ce qu'elles vont bien même si on le saura tout à l'heure. Pas toutes, mais disons que tu as bien fait effectivement de faire appel à Diouri parce qu'il travaille aussi sur le fameux dossier des défaillances d'entreprise. Oui, bien sûr. J'espère bien qu'il en touchera un mot parce que là effectivement on retrouve au cœur du système. Oui, voilà. Et on est au cœur justement de ces problématiques, de ces déficiences qui justement justifient justement ces défaillances parce que elles sont très fragiles, elles sont très vulnérables et ça c'est la première caractéristique en plus de ce qu'on disait tout à l'heure sur sous-capitalisation, sous-digitalisation, etc. Il y a effectivement cette question de vulnérabilité. Dès qu'il y a un problème, un retard de délai de paiement, l'entreprise vacille. Ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas une assise solide pour cette entreprise et que la trésorerie n'est pas au beau fixe. Et à chaque fois qu'il y a un problème de ce genre, l'entreprise bascule. Alors là, messieurs, c'est là où vous vous transformez en journaliste, puisqu'on va accueillir Amine Diouri, directeur produit, études et communications chez Inforisc. Bonjour Amine. Bonjour Franck. Comment ça va ? Bien, merci beaucoup. J'ai suivi la petite grippe d'Amine Diouri ce week-end. Il a pris froid vendredi lors de l'événement des Top 200 organisé avec l'Économiste et Inforisc. Alors Amine, la question qu'on se pose ici, c'est comment elles vont ces ETI marocaines ? Alors, de manière générale, il y a de plus en plus d'ETI marocaines. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a à peine 15 ans, il y en avait à peu près 400. Aujourd'hui, alors, on considère qu'il y en aurait 800, mais ça dépend évidemment de la définition qu'on prend de ETI.
entreprise de taille intermédiaire, comme elle n'existe pas dans la classification officielle marocaine, on parle de TPE, de PME, de GE, mais pas d'ETI. Et donc, contrairement à ce qui se passe en France, en Allemagne et dans d'autres pays, Oui. pour cette étude, on a donc considéré qu'une ETI, c'était une entreprise qui faisait entre 175 et 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et sinon, globalement, on peut dire qu'effectivement, elles vont bien. Le classement des 200 le confirme. Effectivement, on a 200 entreprises, globalement des ETI, qui connaissent des croissances extraordinaires, puisqu'on parle quand même de 50% de croissance par an, et qui en même temps réussissent l'exploit d'atteindre le point mort au bout de 5 ans. Malgré cette croissance. Si on prend par exemple le premier trophée qui a été décerné à l'entreprise Bitumed, c'est ça? Oui, exactement. Pourquoi Bitumed figure en tête de votre classement? Tout simplement parce que c'est l'entreprise qui a connu la plus forte croissance ces 5 dernières années. Et de très très loin, c'est-à-dire qu'on parle de 50% de croissance, mais dans le cas de Bitumed, c'est encore plus. Après, on est d'accord que Bitumed, c'est le secteur du BTP, c'est un secteur qui est très porteur actuellement, ne serait-ce que compte tenu des infrastructures, la préparation de la Coupe du Monde 2030. Bien sûr. Donc effectivement, le BTP c'est un peu secteur très porteur. C'est un peu the place to be, voilà, c'est ça, oui. Exactement. Ouais. Oui. Quelles sont les faiblesses de ces ETI, en règle générale? Je ne parlerai pas de faiblesse. La faiblesse structurelle, mais elles ne sont pas propres à certaines ETI, c'est qu'elles sont trop peu nombreuses. C'est ça le véritable problème, parce qu'on le voit. J'ai fait un benchmark concrètement sur un certain nombre de pays à l'international, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces ETI, elles existent déjà réellement en tant que catégorie d'entreprise. 2, on voit qu'elles font entre 0,5 et 2% du volume total des entreprises, donc finalement elles sont assez faibles, mais elles sont très importantes par rapport au nombre d'emplois créés. C'est quand même 30% des emplois créés, 30% des investissements, 30% de la valeur ajoutée créée. Donc 2% des entreprises créent 30% des emplois, des investissements et de la valeur ajoutée. Donc c'est énorme. Et son poids en matière d'exportation est aussi extrêmement important. Et c'est là qu'à mon avis, c'est intéressant pour l'avenir, pour nous, en tout cas pour le Maroc, de considérer ces ETI. Aujourd'hui, les exportations sont portées par des grandes entreprises, par certains secteurs spécifiques, notamment l'automobile, l'aéronautique, etc., etc. Mais demain, il va falloir des relais de croissance. Aujourd'hui, on a quelques PME effectivement qui s'aventurent à l'international, mais finalement, elles sont assez peu nombreuses. Ces ETI, justement, c'est le relais justement qu'on attend de ces multinationales aujourd'hui et de ces secteurs porteurs. C'est ces relais qui demain vont commencer à s'exporter, faire passer un cap aux parts de marché des entreprises marocaines à l'international. Ouais, Amine Diouri, c'est ça, à mon avis, les véritables enjeux. Alors, Amine Diouri, là, je suis avec les décodeurs du jour. Vous allez parler avec Mehdi Hadj, qui est expert en stratégie, organisation et performance, fondateur d'Inolia. Mehdi. Oui, bonjour Amine. Alors, juste par rapport à votre étude, moi, il y a la part innovation qui m'interpelle, parce qu'on parle de de consolidation d'une part de marché de TI et leur croissance. Comment avez-vous considéré ce point-là, qui me semble un fort point de fragilité, comme demandait Franck, et par rapport à la gouvernance. Aujourd'hui, ces entreprises se positionnent en champions nationaux et avec des perspectives d'exportation et de rayonnement régional. L'innovation me semble un point à piloter, et également sur la partie gouvernance, comment sont-elles structurées pour pouvoir se développer et entraîner les PME qui est sous-traitante dans la foulée. Amine. D'accord. Alors déjà bonjour Mehdi. Effectivement, ce sont deux questions qui sont intéressantes et qui sont importantes. Concernant la question de la gouvernance, on parle quand même d'entreprises qui sont structurées, c'est-à-dire des entreprises, quand on parle d'ETI, on parle de l'entreprise entre 175 et 500 millions. Ce
Ce ne sont pas les TPE, elles sont structurées, elles ont une gouvernance, elles ont des systèmes d'information. Sans ça, impossible de naviguer correctement dans un environnement concurrentiel qui est compliqué. La gouvernance et ce qui va avec en interne, c'est-à-dire des systèmes d'information qui fonctionnent correctement, je pense que c'est le b.a.-ba, c'est le préalable à toute entreprise qui veut réussir. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, on ne doit pas avoir trop de difficultés. Concernant la question de l'innovation, alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai abordé plutôt la question de l'investissement. Parce qu'effectivement, quand on aborde 200 entreprises dans un classement et qu'on a des éléments globaux financiers, on va évaluer comment évoluent justement ces investissements. On regarde le montant des actifs, notamment les actifs corporels, et on regarde un certain nombre de classes d'actifs et on voit justement comment ces classes d'actifs évoluent dans le temps. Après, évaluer précisément l'innovation, ça, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, l'innovation, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit forcément de l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. L'innovation, ça peut être tout simplement une innovation produit. C'est me mettre sur un créneau de marché sur lequel mes concurrents ne sont pas aujourd'hui. C'est penser à des choses auxquelles les autres n'ont pas encore pensé. Ça peut être aussi basique que ça. Je pensais, par exemple, j'ai vu très récemment un article sur une entreprise qui a sorti simplement par exemple une huile d'olive qui est mise en bouteille de ketchup. Et ça cartonne. Et cette boîte vaut 50 millions de dollars aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont voilà. Est-ce que c'est une innovation majeure? Est-ce que c'est technologique? Non. Oui, c'est une innovation. C'est une innovation. Elle n'est pas technologique, mais il fallait justement trouver ce créneau. Il n'y avait personne qui avait pensé à ce moment-là, et c'était une très bonne idée. Amin Diouri, vous êtes avec Hicham El Bayed maintenant, professeur d'économie. Bonjour Amin. Merci pour toutes les explications et surtout pour l'initiative de ce trophée, parce que assez souvent, c'est les grandes entreprises qui attirent les projecteurs. Alors, braquer sur les PME, sur les TPME, sur les ETI, effectivement, c'est une innovation en soi, il me semble, puisqu'on parle d'innovation. Alors, moi, j'aimerais vous ramener sur un autre terrain. Alors, j'ai entendu votre regard sur le benchmarking. Restons-y par rapport à ce qui se passe en Allemagne, le fameux Mittelstand, les tailles d'entreprises intermédiaires, petites, surtout à prédominance familiale, et qui sont très agressives en matière d'exportation. Je peux en témoigner, j'ai des partenaires allemands, et assez souvent c'est des familles, c'est un narratif ancestral depuis X temps qui est effectivement maintenu en activité, et ça aussi c'est une caractéristique fondamentale. Et la Corée du Sud pourrait être aussi un autre benchmark. On voit effectivement des clusters qui sont tirés par les grandes entreprises, certains Samsung, certains Hyundai. Donc l'idée c'est peut-être penser au Maroc à un modèle qui puisse converger vers effectivement une logique où vous avez des grandes boîtes effectivement qui jouent le jeu par rapport aux PME, aux TPE, aux ETI, et qui puissent effectivement être des locomotives pour tirer ces champions nationaux dans des secteurs bien définis ou peut-être prioritaires. Dernier élément, et là je vous pose la question, et peut-être il me semble que ça a sorti de votre rapport, c'est la question de la régionalisation. On a l'impression qu'on reste concentré sur les 3 grandes régions du Maroc, la région Kazakhstan, la région Rabas Salé Kenitra, la région Tanger Tétouan El Hoceïma. Là encore, le discours de Sa Majesté que nous connaissons tous, il faut arrêter avec ce Maroc qui fonctionne à 2 vitesses. Et en matière effectivement d'émergence d'ETI, il me semble qu'il va falloir aussi être plus agressif. Peut-être la nouvelle charte d'investissement pour donner du sens effectivement à ces TPE pourrait donner un coup de pouce justement pour pouvoir tirer d'autres régions, parce que c'est ça aussi le plus important dans l'histoire, et c'est là effectivement où j'aimerais avoir votre avis et justement le partager avec les auditeurs. C'est comment peut-on effectivement avoir une duplication de ces champions ETI dans ces 3 régions, que ça puisse émerger de la région de Dakhla, la région de Fès, la région de l'Oriental. Voilà ma question. Déjà, Hicham, merci pour votre analyse et pour votre question. Effectivement, très pertinent. Sur la question juste des modèles étrangers, je suis complètement d'accord, la Corée du Sud, l'Allemagne, on aurait pu citer également l'Italie. L'Italie qui finalement a très peu de grandes entreprises et beaucoup de PME justement organisées en cluster et qui exportent beaucoup.
ça peut être un modèle, effectivement. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se pose la question, et c'est pour ça que finalement on a créé ce classement, c'est qu'on puisse justement, avec vous, avec beaucoup d'autres personnes, se poser la question de comment on fait pour faire émerger un modèle marocain d'ETI qui soit plus performant, en tout cas qui permette d'accroître nos parts de marché à l'international en matière d'export. Concernant la question de la régionalisation, là encore vous avez complètement raison, mais malheureusement c'est lié aussi à la répartition par région aujourd'hui. Si on retrouve les villes de Casablanca, en tout cas les régions de Casa, Tanger, Rabat, c'est aussi parce qu'elles représentent les 3/4 des entreprises créées aujourd'hui au Maroc. Donc évidemment le classement ne fait que refléter la réalité de la répartition régionale. Maintenant, comment on fait pour passer? C'est une vaste question. Je pense qu'on ne peut y arriver que par deux façons. Je dirais déjà des incitations fiscales fortes pour certaines régions, notamment les régions du Sud, et puis réfléchir aussi à des secteurs prioritaires dans ces régions-là. Concrètement, je veux un secteur énergétique performant dans le sud du Maroc, et je veux que toutes les entreprises qui se créent ou qui sont déjà créées se localisent là-bas. Je mets en place un certain nombre d'incitations et je fais en sorte qu'elles puissent venir et se développer dans ces régions. J'ai parlé de l'énergie, mais ça, évidemment, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, Amine Diouri, ça. L'idée, oui, c'est vrai. On peut conclure là. Il nous reste très peu de temps. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dire que parce que je voulais rappeler quand même, Bitumed pour le premier, le deuxième prix, c'est la société Senexia, et puis enfin Agrofood pour le troisième trophée. C'est bien ça, Amine. Exactement, oui, tout à fait. Merci à vous, Amine Diouri, directeur produits, études et communications chez Inforisque. Et à très bientôt dans les décodeurs, parce que vous reviendrez en tant que décodeur cette fois-ci, d'accord ? Promis. Et puis vitamine C, et puis paracétamol. C'est un vrai miracle que ma voix est tenue. Mais c'est génial, voilà, c'est super. Voilà. Merci beaucoup, Amine Diouri. Voilà, donc on en sait un petit peu plus sur les ETI. Effectivement, il y a ce problème un petit peu de définition presque administrative. Il faudrait peut-être mieux les définir, mieux les identifier. Et puis, finalement, elles sont victimes de tous les autres problèmes qui abordent tous les autres types d'entreprises. Finalement, elles sont là, elles sont fragiles aussi, ces ETI. On n'a pas rappelé... Oui, vas-y, Mehdi. Moi, je dirais pas qu'elles sont fragiles, elles sont sous-outillées. Et comme disait justement Amine, elles sont pas nombreuses. Oui. Donc la notion d'effet de masse et d'accompagnement autour de clusters, autour d'une vague de sectorielle manque aujourd'hui. Donc moi je dirais encore une fois, on a des talents, on a de belles PME. Elles se portent plutôt bien parce que, il faut le rappeler, on est dans un climat de confiance, on est dans un climat où on a des projets d'envergure, des projets nationaux d'envergure qui portent la confiance. Donc ces ETI-là et la PME d'une manière générale, avec tous ces challenges, se portent mieux qu'hier. Ouais. Ce sera la conclusion. Deuxième sujet tout à l'heure, juste après les infos, la fuite des cerveaux, la fuite des talents. Comment retenir les talents marocains ? Moi, je suis content, j'ai 2 talents, 2 cerveaux qui sont restés. Donc c'est très bien. On se retrouve juste après les infos de Mourad Baba. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec Hicham El Bayed, professeur d'économie Mediage, expert en stratégie, organisation et performance, fondateur d'Inolia. Messieurs, ça va bien ? Ça va toujours bien ? Très bien. Très bien. Parfait. Alors, deuxième sujet. Le Maroc voit partir de plus en plus, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas, ça ne semble pas
se calmer vraiment, de talents qualifiés, médecins, ingénieurs, techniciens, chercheurs, étudiants brillants, donc une dynamique qui s'accélère et qui pose une vraie question de souveraineté. C'est presque le paradoxe marocain d'ailleurs, beaucoup de talents qualifiés, beaucoup de développement, beaucoup de choses, des infrastructures, des hôpitaux, des CHU ultra-modernes, etc., et toujours des départs qui laissent des secteurs clés sous tension, la santé, le numérique, la recherche, l'enseignement supérieur. Alors pourquoi on n'arrive pas à retenir toutes ces compétences? Quelles conséquences pour l'économie et pour les services publics? C'est le débat, et j'ai l'impression que c'est un débat presque éternel. Hicham. C'est la sempiternelle question de la fuite des cerveaux. Alors tout d'abord, premier constat. C'est pour dire que le système... vous êtes là, vous. Et on parle d'un sujet sérieux, un sujet effectivement qui défraie la chronique et en même temps, je pourrais même faire étalage un petit peu du consulting que je suis en train de faire auprès de l'Organisation internationale du travail justement en matière de migration. Alors le sujet il est sérieux, le sujet est très très sérieux et je disais le premier constat c'est que notre système socio-éducatif il marche bien. Contrairement à tout ce qu'on pourrait penser pour dire dans le classement PISA, dans le classement Shanghai, etc., nous sommes mal classés. Là, effectivement, on est dans ce que tu as appelé le paradoxe marocain. Les talents marocains sont arrachés à l'international, que ce soit les ingénieurs, les médecins, les infirmiers, les infirmières. Il y a plein de métiers, effectivement, qui sont en tension et qui sont, effectivement, sollicités à l'international. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que c'est une espèce d'hémorragie, effectivement, que nous sommes en train de vivre. Quand on sait que nous déboursons, en tout cas l'État, le contribuable, débourse quelque chose comme 2,5 millions de dirhams pour former un ingénieur in fine. Une fois formé, il part à l'international. Ça, c'est discutable. Alors certains pourront dire, tant mieux s'il part à l'international, ça pourrait lui permettre effectivement de pouvoir upskiller par rapport à ce qui se passe de mieux à l'international, peut-être revenir plus tard, dans le cadre de la diaspora, investir, etc. Bon, c'est une façon, peut-être, c'est un lot de consolation qu'on pourrait se faire. Un autre mais sujet, généralement, autour de la diaspora, c'est un autre sujet. Mais généralement, les jeunes qui partent, très rare retour, très rarement retourné. Et je parle effectivement de connaissance de cause. J'ai des neveux et des nièces qui sont partis en France, au Canada, en Turquie. Ils sont jamais revenus, si ce n'est pour des événements familiaux. Alors troisième constat, c'est que cette migration qui se fait à l'international pose le problème tout d'abord de perception de nos jeunes par rapport à ce qui se passe chez nous. Le premier problème qui se pose, c'est la méritocratie. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur votre antenne. Les jeunes, effectivement, trouvent scandaleux qu'ils puissent, malgré leurs années d'études et tout le sacrifice qu'ils y ont mis, viennent effectivement dans des structures qui ne reconnaissent pas leur talent, qui ne leur donnent pas la possibilité de s'épanouir, qui ne développent pas avec eux une vision, une visibilité. Les jeunes, ils en demandent. Et ça se corse dans l'entreprise avec la génération. Oui, et puis effectivement, ça nous renvoie vers le premier sujet par rapport à ces PME, ces TPME, ces ETI qui n'arrivent pas effectivement à tirer leur épingle du jeu, parce que les jeunes, ils ont besoin aussi de sens dans ce qu'ils font. Ils ont leurs propres caractéristiques, cette génération Z, mais ils ont aussi besoin de se retrouver, de développer leur talent, qu'on leur fasse confiance. Et le PME ne donne pas confiance, on le disait avec Mehdi. Est-ce que c'est le système de management dans le privé et dans le public qui pousse les gens à partir ? En partie, pour être totalement direct et pragmatique. Maintenant, moi, pour rejoindre ce que disait Hicham, le Maroc n'a pas de problème de talent. Il a un problème il a un défi de modèle attractif, au fait. Aujourd'hui, si on prend au niveau de l'emploi, souvent on recrute un poste, on recrute pas un parcours. Et donc là, encore une fois, ça donne pas suffisamment de visibilité à nos jeunes. Et à l'instar d'autres pays, on a des carrières qui se construisent au-delà des éléments de rémunération, de conditions de vie, d'épanouissement. Le jeune Marocain a du mal à percevoir où est-ce qu'ils vont en être au bout de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Et ça, c'est une véritable problématique. Maintenant, je reviens sur le modèle éducatif où
il serait souhaitable aussi d'embarquer ces jeunes-là le plus tôt possible dans la vie professionnelle. Donc les systèmes d'alternance ont fait leurs preuves à l'international et répondent à la fois aux besoins de l'entreprise, mais répondent aussi à l'orientation de ces jeunes dès le plus jeune âge sur ce qui va les intéresser et les stimuler. Et en conséquence, les stabiliser. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ce sont les entreprises, par exemple, qui doivent changer de mindset ? Parce que c'est deux choses différentes. Il y a l'État, le service public. Il faut peut-être pas attendre beaucoup de changements rapidement. Et dans le privé, parce que même au niveau des multinationales, par exemple, les multinationales qui sont présentes ici, qui embauchent beaucoup. Est-ce qu'une multinationale qui est installée au Maroc avec un management marocain et fonctionne de la même façon que la même multinationale qui est en France ou en Allemagne et qui va avoir les mêmes talents, les mêmes profils ? Alors moi je dirais, si on prend la logique et l'exemple de la multinationale, la mobilité est inscrite dans l'ADN. Ouais. Aujourd'hui, un manager se doit d'avoir une visibilité sur différentes fonctions, mais aussi sur différentes zones géographiques. Dans ce sens-là, la mobilité est naturelle. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est un effort de tous, de l'entreprise, du jeune, et en partie du système éducatif. On voit par exemple au Portugal, au Canada, la formation continue est obligatoire. C'est un élément qui est important dans l'épanouissement et la montée en compétences. Je parlais tout à l'heure de l'alternance. Ça serait aussi envisageable et souhaitable d'inciter plus ces systèmes-là et de les formaliser d'une manière plus adéquate aux besoins de l'entreprise. L'alternance, c'est pour avoir utilisé l'alternance dans un autre pays, dans ce métier-là, justement, de la radio, c'est une façon de détecter les talents tout de suite, quoi. Le système de l'alternance, c'est quelque chose qui a fait ses preuves et il m'a dit... forcément, il y pensait sans le dire. Le modèle allemand, c'est une success story qui fait des émules un peu partout dans le monde parce qu'on a bien su justement créer cette formule hybride entre une formation en école, en université, et effectivement la formation sur le tas dans l'entreprise. Et ce qu'on disait sur ce plateau même la dernière fois, c'est que il suffit pas de mettre en place un dispositif d'alternance, il suffit effectivement il gagnerait à être réussi. Et pour le réussir, il faut l'engagement des parties prenantes. Alors tout d'abord, l'entreprise doit jouer le rôle correctement, parce qu'il suffit pas d'accueillir un jeune dans une entreprise, il faut qu'il y ait un tuteur, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une intégration dans l'entreprise, un onboarding. Dans le contexte de la PME dont on parlait tout à l'heure, parfois on est assez cachotier, on est assez possessif, on ne veut pas partager l'information, on a peur effectivement de cet élément externe qui peut éventuellement pomper dans le système d'information d'employés, de certains petits détails, etc. Donc jouer le jeu, c'est effectivement changer de mindset, accepter effectivement de faire venir ces jeunes dans l'entreprise parce que c'est un vivier justement pour des talents qu'on pourrait recruter par la suite, parce que c'est des jeunes qu'on a mis à l'épreuve, qu'on a suivi, qu'on a tutoré, donc il y a moins de risques effectivement de prédiction et de se tromper que de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Et puis surtout sortir un peu du syndrome du stagiaire, quoi. C'est-à-dire le syndrome du stagiaire, c'est va me chercher un café, etc. C'est une question de mindset. C'est une question de mindset. Quand on est sur de l'alternance, de la vraie alternance, je veux dire, voilà, il y a des tâches qui sont données aux gens qui sont en alternance. Il y a des vrais, c'est un vrai boulot, quoi. Oui, absolument. Et donc je disais, juste pour compléter, si tu permets, Franck, c'est que il y a les parties prenantes effectivement du côté entreprise, mais aussi du côté école et université. Il faut que tout le monde sache que ça ne peut réussir que si tout le monde s'y met. Il y a encore du complexe, je le dis souvent comme ça, entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université. Il y a un tiraillement, il y a une guerre de chapelle entre les uns et les autres. L'entreprise considère que ce qui se passe dans l'université, c'est de la théorie et ça n'a rien à voir avec ce qui se
fait intramuros. Et du côté de l'université, on a l'impression que les gens de l'entreprise sont sur une autre sphère et ça matche pas trop. Donc l'idée effectivement c'est de constituer justement ces commissions, ces comités ad hoc qui puissent donner du sens justement à l'alternance et réussir l'alternance. Et les exemples dans le monde sont là effectivement pour confirmer leur intérêt. Maintenant pour le sujet de la fuite des cerveaux, juste pour compléter un petit peu l'idée, c'est que nous avons des différences de salaire. Peut-être on peut élargir le spectre pour parler de la rémunération globale, parce qu'il n'y a pas que le salaire effectivement dans la rétribution. On est sur des différences qui peuvent aller jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 fois. Imaginez un jeune Marocain, un ingénieur qui sort de l'école Hassania, il part dans une boîte marocaine, il touche 15 000 dirhams. Vous partez à l'international, vous êtes dans les 70 000, 75 000 dirhams, avec toute l'attractivité effectivement de l'international, particulièrement en Allemagne. C'est pas faux. C'est pas faux. On a vu il y a quelques semaines les manifestations de la Gen Z. Donc, pour moi, des jeunes qui ne veulent pas partir, mais qui se rebellent, qui manifestent pour qu'ils aient des meilleures conditions de pouvoir travailler, on va dire, au Maroc. Comment on peut redonner envie aux jeunes diplômés, justement, de construire leur avenir dans ce pays on parle toujours de tout ce qui va se passer. On a beaucoup parlé du PLF 2026 avec tous ces projets de développement, etc. Comment aller toucher, on va dire, la jeunesse pour leur dire, venez, ce que vous allez construire là pendant 20 ans, ça va être génial. Alors, moi je reviens sur ce point de la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, on constate une vague d'installation de la diaspora marocaine, des MRE, donc avec les compétences et qui ont, pour certains, eu cette perception que l'herbe est plus verte ailleurs et donc sont restés à l'étranger. Aujourd'hui, l'attractivité du Maroc est certaine. Il n'y a plus à en douter on est sur une croissance 2025 sur la première période de 5%. On a plein de projets attractifs et à la pointe. Donc, le rayonnement technique de l'économie marocaine est attractive et attire à tour de bras beaucoup de MRE. Ma question c'est, qu'en est-il des étrangers? Parce qu'une respiration de talent, elle est naturelle. Si on prend les pays européens, ils perdent des talents, ils en gagnent. Donc aujourd'hui la question, est-ce que le Maroc gagne au-delà de sa diaspora? Et l'attractivité par rapport à ce que vous disiez des générations Z, elle prouve que il y a cette volonté de rester dans le pays. Maintenant, c'est à l'écosystème économique d'offrir de la confiance et des perspectives opportunes. Et j'en rajouterais à cela. Pour terminer, c'est fondamental. C'est fondamental pour avoir été professeur à l'université en France pendant des années. J'ai vu qu'effectivement, ces difficultés d'intégration, ces blocages parfois pour pouvoir accepter un Maghrébin qui vient d'ailleurs, etc. C'est des problématiques qui peuvent paraître banales, mais elles sont là. Donc ce que je voulais rajouter pour finir, c'est que on doit travailler davantage justement ce patriotisme économique qui est fondamental. C'est pas de la philosophie, c'est pas la cerise sur le gâteau dont on peut se passer. C'est fondamental si on veut que les jeunes se retrouvent dans un modèle de gouvernance où la méritocratie retrouve toutes ses lettres de noblesse, qu'on puisse justement comprendre que on est dans une compétition à l'international par rapport à la guerre des talents, et si on le fait bien, on le fait pas bien, d'autres le feront mieux que nous et attirant facilement effectivement ces talents marocains. Et on est sur des secteurs sous tension. Les ingénieurs qui partent à l'international, on en a besoin, et à juste titre au moment actuel, on est sur de gros chantiers. Les médecins par rapport à la généralisation de la protection sociale. Donc on est sur des secteurs qui sont très demandeurs de talent et de main-d'œuvre. Si on n'arrive pas effectivement à créer cette formule holistique, justement, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi cette dimension. Il faut une communication, il faut du marketing, il faut du branding, il faut aussi du patriotisme, et il faut aussi de la méritocratie. Il faut mettre une agence de pub là-dessus, moi je te dis. Absolument. Très bonne idée. 9h22. Vous écoutez Les Décodeurs
Débat Express, moi je voulais commencer par le feuilleton de ce week-end. Le futur accord de paix, sur le futur accord de paix de l'Ukraine, parce qu'on a tout eu. On a eu d'abord Trump qui parle de Zelensky en disant il va falloir qu'il écoute parce que sinon ça va mal se passer. Ensuite les Européens qui reviennent. Ensuite l'accord qui est avec une nouvelle version du plan de paix prévu initialement par Trump qui avait été applaudi par Vladimir Poutine, mais évidemment qui n'était pas c'était plutôt en défaveur de l'Ukraine. Et là on nous annonce un futur accord de paix qui maintiendra la pleine souveraineté de l'Ukraine. Bon, on a quand même l'impression que Kiev veut avancer vite. Ça ressemble un peu à une capitulation, ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vas-y, ou je prends la parole ? Allez. Écoute, Franck, moi je sais plus quoi en penser de cette histoire. Ah, bah voilà. On va être franc. Voilà une réponse honnête. Merci. Donc, pour moi, c'est un épisode parmi d'autres. C'est pas fini, quoi. C'est pas terminé. Voilà, c'est ça. Non. C'est pas fini. Oui, quand on voit effectivement ces rebondissements à chaque fois, on est arrivé à un accord et puis quelqu'un qui sort pour dire détrompez-vous, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a encore des tractations qui se font, il y a encore de la négociation et le conflit n'a pas encore dit son dernier mot. Vladimir Poutine tel qu'on le connaît, ne va pas lâcher l'affaire. Il est en train de faire aussi son analyse à 360 par rapport aux Européens, par rapport à la position de Trump, par rapport à la Chine et ses partenaires, par rapport à l'Afrique aussi. Donc prendre une décision et aller vers un accord de paix me semble quelque chose qui va prendre encore du temps. C'est vrai que depuis février 2022 que le conflit s'est déclenché, on a assisté à plein de pour reprendre l'expression, plein de rebondissements. Les Ukrainiens qui affirment à un moment donné qu'ils ont réussi à damer le pion aux troupes russes. La Russie qui revient à la charge pour dire détrompez-vous, l'armée rouge, un petit peu à la soviétique, continue encore de fonctionner correctement parce qu'à un moment donné on a dit que c'est une machine qui est rouillée et que ça marche plus. Pas beaucoup. La technologie soviétique est dépassée, etc. Je crois que, comme le dit si bien Mehdi, on doit s'attendre encore à d'autres épisodes qui vont venir et un accord de paix n'est pas d'actualité pour l'instant. Une info qui est tombée ce matin et qui est assez intéressante, ça se passe en Australie. À partir du 10 décembre, l'Australie va contraindre les plateformes de réseaux sociaux à supprimer l'accès des utilisateurs de moins de 16 ans. C'est-à-dire que pour utiliser un réseau social, et c'est Snapchat qui était visé et TikTok, il va falloir montrer patte blanche, c'est-à-dire soit avoir un compte bancaire et pouvoir prouver ce compte bancaire, soit avoir même une photo. Il y aura une barrière. Est-ce que vous êtes pour ça ? Puisque je sais que c'est un débat dans plein de pays, en fait, les réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans. Est-ce que vous êtes pour ce contrôle ? Et là, ce contrôle, c'est la première fois qu'il arrive et il vient d'Australie. Alors, je reviens sur l'idée. La protection des mineurs, c'est un enjeu qui est capital. Maintenant, sous cette forme-là, je ne suis pas totalement d'accord. Parce qu'il touche une certaine liberté. Maintenant... on prend toujours le consommateur dans un étau et on responsabilise le consommateur et non pas le producteur. Moi, j'irais plutôt sur un contrôle et une réglementation vers les plateformes. Mais ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. On est aujourd'hui dans une puissance digitale, numérique, où le contournement va être de plus en plus facile. Que ça soit. Mais pourquoi toujours pénaliser le consommateur ?
Donc, à mon sens, l'idée est louable par rapport à la protection des mineurs. Maintenant, responsabiliser les plateformes sur un contenu avec plus de moyens de contrôle serait plus judicieux. Mais interdire totalement, non, aujourd'hui, ces jeunes-là sont pas interdit parce que là, ce sera soit en connectant un compte bancaire australien, soit en versant une pièce d'identité officielle et on a tous subi des vérifications si on est sur des Apple ou Google par exemple. Quand on demande une pièce d'identité officielle, elles sont hyper surveillées et hyper contrôlées, quoi. Donc pourquoi ce serait impossible avec TikTok et Snapchat une bonne fois pour toutes, hein? C'est ça que je dis. La question rapidement, parce que là, évidemment, on va être en retard. Bah oui, et ben voilà. Alors, l'Australie, si ma mémoire est bonne, on a parlé il y a 2 ans, effectivement, de l'initiative prise par l'Australie, justement, pour interdire aux jeunes, justement, l'accès à certaines plateformes de réseaux sociaux. Il faut comprendre que l'addiction des jeunes, elle est devenue maladive, justement, par rapport à ces réseaux sociaux. La perversion aussi, induite justement par ces réseaux sociaux justement sur des jeunes qui sont pas encore assez mis. Encore une fois, c'est pas pour minimiser justement la posture de ces jeunes, mais c'est une réalité qui est là. Les réseaux sociaux deviennent source d'anxiété, de dépression et parfois d'hallucination auprès de ces jeunes. Contrôler, c'est bien. Interdire, c'est pas très bien. Okay, mais il faut aller effectivement dans une démarche pédagogique pour pouvoir y aller. Pas interdire, c'est bien. Voilà. C'est bien. Merci messieurs. À très bientôt dans les décodeurs. 9h29 et on se retrouve dans quelques à suivre les infos à 9h30. Tous les matins, 7h-10h.